ça pourrait engendrer quand même beaucoup de, de séquences sanglantes. Donc, euh, donc voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Non, ça répond à ma question. Juste pour finir sur un truc, rien à voir, excuse-moi, avec toi, juste pour répondre aux commentaires de Laurent Alves. Donc, je vais te montrer juste un extrait, parce qu'après, moi, j'ai lu des livres sur le panarabisme. Donc, je vous invite, si vous cherchez à vous renseigner, à procurer les ouvrages donc qui sont de mise sur le sujet. Mais là, c'est un extrait que j'ai trouvé vite fait, voilà, qui exprime totalement ce que je voulais vous montrer. Enfin, ce que j'ai énoncé précédemment. Contrairement au kémalisme, qui considère l'islam comme une religion étrangère à l'identité turque, le nationalisme du Bas, donc c'est le parti voilà, panarabiste des premiers temps, estime au contraire que le nationalisme arabe doit prendre en compte l'islam comme une composante essentielle de la civilisation arabe. De manière générale, le Bas magnifie l'islam. Michel Aflaq, donc l'un des créateurs du parti, avait lui-même étudié le Coran, les hadiths et la vie de Mohammed, la Sira. Il revendiquait l'héritage du prophète et expliquait que pour les Arabes, l'islam est l'expression de leur personnalité. L'islam est une religion révélée en terre arabe, à un prophète arabe, en langue arabe. C'est donc une partie fondamentale du patrimoine commun de l'identité arabe. En 1940, il explique arabisme et islam ne sont pas antagonistes et ils ne peuvent pas l'être puisqu'ils sont tous les deux de même nature. Et oui, en 43, lors de l'anniversaire de la naissance de Mohammed, le prophète de l'islam, il organise une commémoration du prophète arabe où il affirme que l'arabisme est le corps dans l'âme et l'islam. Aflaq pense que le nationalisme arabe doit intégrer l'islam dans un projet national progressiste. Dans son discours à la mémoire du prophète arabe, il explique que l'islam a été la pulsion vitale qui a révélé aux Arabes les potentialités, les forces latentes qui résidaient en eux. Il les a projetées sur la scène de l'histoire. L'islam est la meilleure expression du désir d'éternité et d'universalité de la nation arabe. Il est arabe dans sa réalité universelle, dans ses idéaux. Voilà. Ouais, ouais, ben ça c'est un discours affolant parce que ça, comment dire, ça fait croire aux Arabes que l'islam c'est leur identité, quoi. Que c'est Voilà. impossible d'être arabe et ne pas être musulman. Alors qu'on peut très bien être français et ne pas être chrétien, et ça pose aucun problème, quoi. Et là, eux, non, c'est pas possible. Si je suis arabe, je dois être musulman, sinon je renie mon identité propre, etc. Et donc ça complique encore les choses, ça complique encore le fait qu'ils puissent s'assimiler, admettons, un arabe a envie de vivre en Occident parce que il trouve ça, il est attiré par ce mode de vie. Ce genre de discours-là, il va se sentir mal, quoi. Forcément, il va se sentir coupable, quoi. Il va dire, je suis arabe, j'aime bien le mode de vie occidental. Est-ce que c'est quelqu'un de mauvais, quoi? Est-ce qu'il va pas, tu vois? Parce que voilà, il s'est fait biberonner toute sa vie par ce genre de discours là, et que comme quoi, bah, écoute, si t'es arabe, t'es musulman, et puis c'est tout, quoi. Sinon tu fais quelque chose de très grave, quoi. Tu renies complètement ton identité. Donc effectivement, Mais c'est ce genre de oui, discours qui complique. je suis d'accord. C'est pour ça que moi, je pense que l'un des meilleurs moyens, parce que regarde, là, c'est pour ça que je suis sûr, le live, je vais finir par le découper en deux, c'est obligé. Parce que là, on est en 2 heures et demie. Mais le sujet est tellement passionnant qu'on pourrait rester des heures à discuter dessus. En fait, le problème en France, là, je parle vraiment de la population issue, descendante des migrations maghrébines, et identitaire. Voilà, et purement C'est ça, identitaire. ultra, Et, exactement. et- et le seul moyen de résoudre ça, c'est par la voie de l'instruction, de l'éducation et surtout de la réconciliation. Parce qu'on ne pourra Mhm. jamais réussir à fonder un futur radieux, voilà, basé sur la cohésion entre les peuples, etc., et sur aussi un sentiment de stabilité mentale, parce il y a comme tu as dit, un tiraillement identitaire dans le cœur, dans l'esprit de beaucoup de ces gens-là, qui les pousse à être agressifs, véhéments, torturés, voilà, psychologiquement.
Donc le exactement. but, c'est vraiment une réconciliation déjà envers soi et envers le passé, voilà, des 2 pays dont ils sont issus. L'un dont sont issus ses parents et l'autre, où il est né, où elle est née. Mhm. Et du coup, réussir à comprendre qui ils sont vraiment. C'est-à-dire que l'identité n'est pas obligée d'être singulière, elle peut être multiple. Dans la vie, on peut porter plusieurs casquettes déjà. On peut être, avoir l'identité professionnelle, accouplée à l'identité du patrimoine génétique pour qui c'est important, associée à l'identité de la langue, linguistique, etc., etc. On peut s'identifier à travers plusieurs prismes. Sociologiquement parlant, il y a plusieurs moyens de s'identifier. Il y en a qui Mhm. choisissent de s'identifier à travers leur passion, voilà, etc., etc. Mais ce qui est important, c'est que les identités ne rentrent pas en antagonisme. Et C'est ça. les identités rentrent en antagonisme uniquement lorsqu'il y a incompatibilité entre deux ou trois ou quatre ou plusieurs identités entre elles. Et nous, à notre niveau, en tant que penseur, en tant que voilà, personnes qui, quelque part, sommes impliquées directement, indirectement dans ces problématiques-là, on se doit d'accompagner, pour moi, la jeune génération, pour l'aider à dépasser ces conflits-là. Parce que on peut pas laisser, parce que cette jeune génération, ça peut être nos enfants, ça peut être nos jeunes sœurs, nos jeunes frères. Donc, moi, personnellement, ça ne me plaît clairement pas, enfin, la situation actuelle ne me plaît vraiment pas, hein. Ça me plaît pas de voir des gens qui suivent des trajectoires de délinquance, voire de criminalité, voire de difficultés d'insertion sociale, parce qu'ils souffrent d'un trouble identitaire qui pourrait être dépassé largement. Vas-y, je t'écoute. Tu Mhm. veux ajouter une réflexion? Vas-y. Oui, ben en fait, tu disais qu'on pouvait avoir de multiples identités. Justement, dans mon cas, je me sens à la fois canadien et français parce que j'ai quand même vécu 30 ans en France, je suis né en France et j'ai j'ai été donc éduqué en France et j'ai passé toute ma scolarité là, donc je me sens vraiment pleinement français. En même temps, maintenant, je me sens canadien depuis le temps que j'habite au Canada et je me sens vraiment bien assimilé, etc. J'ai plein de le code culturel canadien, les valeurs canadiennes et québécoises, je les ai assimilées sans problème, quoi. En tout cas, je les ai assimilées à 100%. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était facile, quoi, parce que c'est des cultures super proches, c'est des valeurs très compatibles. Il y a des subtilités, etc. Il y a encore une petite période d'adaptation, etc. Mais c'est très compatible, quoi. Alors que là, c'est complètement différent, quoi, euh, entre la valeur musulmane et la valeur française. Bon, je l'ai répété plusieurs fois dans ce live, mais c'est tellement antagoniste que bon, voilà, avoir ces deux identités-là sont incompatibles. On ne peut pas les avoir ensemble. Soit tu en renies une et tu gardes l'autre, etc. Donc effectivement, on peut avoir plusieurs identités, comme tu le dis, uniquement si elles sont suffisamment compatibles. Là, par exemple, tu vois, il y a un commentaire de Younes Dar qui a dit, c'est d'ailleurs pour ça que certains Algériens musulmans disent des Algériens non musulmans qui ne sont pas algériens. En fait, ça, c'est un article dans Le Monde, là, vous pouvez tous aller voir, qui s'appelle Un Algérien ne peut être que musulman, selon un dignitaire C'est ça, religieux. Donc, c'est c'est un ça. article qui date de 2021, donc ça date pas dès la fin des années Mmh. 90 en Algérie. Donc, c'est pas comme s'il était encore empreint d'islamisme. Donc, un Algérien, voilà. Donc, c'est le président du Haut Conseil islamique. Donc, Bouabdallah Ramallah. Donc, l'islam et le nationalisme sont les deux faces d'une même pièce, selon lui. Voilà, c'est ce qu'il dit. En gros, il te dit directement, dans les réseaux sociaux, l'Algérien ne peut être que musulman. Voilà. Et l'islam et le nationalisme ne sont que les deux faces d'une même pièce. Il a prononcé ça Mmh. lors d'un discours voilà, du 90e anniversaire de l'Association des ulama musulmans algériens, créée en 31 pendant la colonisation française. Voilà, toujours les mêmes relents postcoloniaux, ils n'arrivent pas à dépasser ça. L'islam est notre religion, l'arabe est notre langue et l'Algérie est notre pays. Voilà, ça c'est le credo des ulama, donc des savants musulmans, voilà, des théologiens, juristes, qui arrêtent pas de se revendiquer de ce pseudo-là et de ce credo-là, excusez-moi. Et en gros, c'est au nom de ce mot d'ordre, voilà, que Bouabdallah Ramallah a contesté l'idée algérienne des non-musulmans. Les graines semées par la France commencent à germer et les ulama musulmans algériens doivent y faire face et poursuivre le djihad national et théologique pour éradiquer ces individus. Voilà. Donc, il parle des apostats.
Euh, Non, Asselineau, l'ancien ministre des Affaires religieuses. Voilà. Donc toujours la haine contre la France, etc. Bon, c'est la France qui a semé des graines. Comme si la France avait que ça à foutre de s'intéresser aux dissidents politiques algériens. Ils ont déjà leurs propres problèmes sur leur sol. Ensuite, il te dit, sa déclaration a fait aussitôt réagir vivement des internautes. Le message indirect de Roula Mala, le président du Haut Conseil islamique, à Maurice Audin, Fernand Yveton et d'autres, il est impossible à Algériens d'être non-musulmans, propose l'éradication comme solution d'avenir. Voilà, c'est l'éradication. Il veut nous éradiquer. et c'est pour Ah, ça, hein, oui, vas-y. comment ne pas considérer que cette théologie, cette idéologie n'est pas sataniste. C'est tout le temps la mort, tout le temps tuer, éradiquer, etc. Je veux dire, pour moi, il y a que si vraiment c'est une idéologie qui a été euh, générée par une entité surnaturelle, ça peut que être le diable lui-même, quoi. C'est tellement violent, quoi. J'ai du mal à imaginer un Dieu de pays d'amour, quoi. Euh, Mettre ça dans le crâne de gens que, bon, voilà, si t'es algérien et que t'es pas musulman, bah, tu mérites toute la mort, quoi. Satan, je l'aurais bien imaginé ça. Donc voilà, c'est tellement aberrant, quoi, cette histoire que ça me sidère qu'en 2024, on soit encore là, quoi, à discuter du fait que certains hommes politiques considèrent que bah, si t'es pas algérien, si t'es pas musulman, tu peux pas être algérien, etc. Bref, que la liberté de penser est, est complètement interdite, quoi. Donc c'est affolant, quoi. Exactement. Bon, si on s'arrête pas maintenant, on s'arrêtera jamais. Donc, on va finir le live ici. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. Bon, on reste en Merci à contact. toi, hein, pour ton invitation. Ouais. Ah, de Merci rien, à toi. c'est normal, c'est normal. Donc, on reste en contact pour une potentielle intervention de ta part plus tard. D'accord. Voilà, je vous mets le lien du site internet. Donc, j'avais affiché tout à l'heure concernant le livre de Homo Credulus, donc tapis rouge pour le fascisme, l'avènement de l'islam en France. Donc, il y a un site, vous cliquez sur le lien, vous avez tout ce qu'il faut dedans. Moi, vraiment, je vous recommande de vous le procurer. Pour ceux qui connaissent pas le mouvement des apostats, d'ailleurs, il y a un bon panorama de ce qu'il faut savoir. Il y a un bon aussi